Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus et vous, cher public, je suis ravi de vous recevoir au Conservatoire d'Antibes pour la deuxième année, puisque c'est la deuxième année que nous avons cette soirée pour honorer le prix Jacques Audiberti. Alors il faut savoir que la ville est riche de son patrimoine, puisqu'il y a eu de nombreux écrivains, Maupassant notamment. On a eu aussi la Fitzgerald qui était chez nous aussi. Et puis l'inspiration des écrivains contemporains d'aujourd'hui. Je ne peux pas m'empêcher de citer Guillaume Musso, bien sûr. Et il y a quelques années, la ville a souhaité, toujours pour renforcer sa vocation culturelle, de créer en 1989 le Grand Prix international littéraire d'Antibes-Juan les Pins, quelques années après nommé le prix Jacques Audiberti. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Je vais vous présenter les membres de jury. Bien sûr, monsieur Jean Leonetti, maire d'Antibes. Monsieur Didier Van Conflart, qui est écrivain, bien sûr, et qui est président du jury. Marie-Louise Audiberti, écrivain, bien sûr. Monsieur Pierre Joannon, qui est écrivain et consul d'Irlande. Étienne de Montetti, journaliste et écrivain, bien sûr. Aurélie de Gubernatis, écrivaine aussi. Et Christian Autier, écrivain et journaliste. Je me permets de vous transmettre toute la sympathie de notre adjointe à la culture, Madame Simone Torres, qui est extrêmement attachée à cette soirée, mais qui est clouée au lit. Et je suis sûr qu'elle a sa montre à la main et qu'elle est avec nous par le cœur. Et voilà, je souhaitais passer ce message parce qu'elle est très attachée à notre conservatoire. Et comme je dis toujours, on pourrait lui donner une médaille d'or puisqu'elle ne rate jamais une manifestation. Mais ça n'est pas le cas ce soir, mais ça fait rien, elle aura quand même sa médaille d'or. Alors, Madame Paul Constant, un grand moment d'émotion de vous avoir avec nous ce soir. Vous êtes romancière, vous habitez Aix-en-Provence, c'est pas loin de chez nous. Vous êtes professeure émérite de l'université Aix-Marseille. Vous avez fondé le Centre des écrivains du Sud, le Centre Jean Genot. Vous avez obtenu le prix Goncourt. Ça mérite un moment de silence. Vous avez obtenu aussi le Grand Prix du roman de l'Académie française, aussi. Et vous saviez ô combien les mots ont de l'importance chez nous, parce que c'est un conservatoire de musique et d'art dramatique, dont les mots prennent tout leur sens chez nous. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous. Et, cher public, je vous propose de partager quelques images ensemble. J'écris un personnage, je pense pas du tout en faire un héros. C'est un être en soi, un être qui m'intéresse passionnément et dans lequel je vais me glisser. Et comme je ne me vois pas en héroïne, je ne vois pas mes personnages en héros. Et l'intérêt pour moi, c'est de pouvoir vivre toutes ces vies, mais pas simplement les vies des femmes. Par exemple, je me reconnais beaucoup dans le traducteur Thomas, qui comprend toutes les langues et qui comprend, c'est peut-être une image de l'écrivain qui comprend ce que les gens disent avant même qu'ils le disent. C'est cette espèce d'autre sens. De même que je me sens pas quand j'écris, je me sens pas en tricoteuse. Ah, vous ne vous sentez pas tricoteuse? Non, vous. je me sens voyante. J'ai des images, des très très grandes images qui voient, et j'écris ce que je vois.
J'ai pas besoin même d'inventer, j'écris ce que je vois. D'où viennent-elles ces images? C'est de l'inspiration? Oui, ça, je crois vraiment absolument à l'inspiration. Et d'ailleurs, j'écris avec un grand laps de temps entre les livres parce que je n'écris pas une page qui ne soit pas inspirée. Et donc, j'écris en une sorte d'état de voyance. Alors après, il y a le premier jet qui est écrit, je fais un travail qui est délicieux, c'est-à-dire je me traduis à moi-même. C'est-à-dire que je cherche à ce moment-là les mots, je place les mots. Tous les livres changent la vie. Je lis beaucoup, donc j'espère que chaque livre que je lis va changer ma vie. Cependant, je pense à un livre de Patrick White, prix Nobel de littérature, australien, qui a écrit un sublime roman qui s'appelle La ceinture de feuilles. C'est l'histoire d'une femme assez puritaine qui fait naufrage au XIXe siècle en Australie et qui va traverser toute l'Australie. Et en traversant toute l'Australie, elle va vivre les différents âges de l'humanité. Et c'est un grand roman, et comme tous les grands romans, il y a une forte ambiance symbolique et donnée symbolique. Et puis peut-être je me revois à 13 ans, le jour de mes 13 ans, pleurant à chaudes larmes parce que je venais de lire un livre merveilleux qui s'appelle Jodie et le faon. Et je ne sais pas quel est l'auteur, mais ce jour-là, j'ai su que j'aimerais les livres avec des animaux. Et j'écris des livres maintenant avec des animaux à cause de Jodie. Eh bien, je vous demande d'accueillir M. Didier Van Convlaard, président du jury. Bonsoir, bonsoir et merci d'être présent pour ce rendez-vous annuel d'amitié, d'admiration, de fraternité, de mémoire de Jacques Audiberti. Et c'est vrai que là, peut-être une des plus belles manières d'honorer la mémoire d'un auteur qu'on a aimé et admiré, c'est de continuer à le conjuguer au présent à travers les auteurs qu'on a envie de rassembler dans sa lumière, qu'on a envie d'honorer avec les lauriers qui étaient les siens. Et Jacques Audiberti, c'était bien sûr une liberté de langage, une liberté d'amour, de respect et de reconstruction langagière. Et c'était de l'audace, c'était de l'inspiration aussi, bien sûr, et puis du travail, un énorme travail, parce que il y a l'inspiration et puis il y a la transpiration. C'est cette phase qui, avec ce qu'on a reçu d'une manière qui nous dépasse, mais il ne faut pas chercher à comprendre. Les auteurs qui essaient de trop analyser, expliquer, résoudre le mystère de l'inspiration sont souvent menacés de sécheresse. Il faut accueillir et puis après il faut raffiner la matière première. Et c'est ce que fait magnifiquement Paul Constant, qui, dans toute son œuvre, il y a peut-être deux mots qui peuvent tenter de résumer cette œuvre foisonnante et en même temps très resserrée sur une thématique toujours très forte et très sincère. Et c'est une critique, il parlait d'elle, qui associait ces deux mots, parlant de la brutalité et de la grâce qu'il y a dans ça. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, Paul Constant, dont l'écriture n'est jamais... vous savez, ces gens qui confondent le style avec la crème chantilly, c'est-à-dire on orne. On écrit d'abord et puis après on fait du style. Non, il y a une concision, un souci d'efficacité dans l'image, dans les sonorités, qui permet justement de prendre son temps sans lasser le lecteur, parce que des fulgurances jaillissent au détour des phrases, des fenêtres soudaines ouvertes sur le caractère des personnages et sur les comportements humains, sur les mystères de l'histoire. Et alors ce dernier livre en particulier, je ne dirais pas qu'il contient tous les autres. La littérature, ce n'est pas une affaire de poupée russe, mais évidemment, il y a l'Afrique qui est au cœur d'une très grande partie de l'œuvre de Paul Constant.
Et il y a des personnages qui sont des rescapés de l'enfance, qui ont vécu une enfance de brutalité, où ils ont été maltraités de manière physique et surtout morale. C'est le cas du héros de ce livre, Éric Roman, médecin, prix Nobel de médecine, spécialiste des maladies infectieuses, mais un spécialiste sur le terrain, en Afrique notamment. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de résoudre les problèmes d'épidémie en laboratoire, il est sur place. Et là, il revient dans cette Afrique où il a passé une enfance et une adolescence difficile, dans l'ombre d'un père médecin, capitaine, d'une insigne brutalité avec lui reprochant d'abord d'avoir tout, alors qu'autour de lui, les autres n'ont rien, et lui reprochant cette médiocrité tout en citant Monterland, qui menaçait, qui disait qu'il mérite la prison pour médiocrité. Monterland n'a pas tout à fait dit ça, c'était un autre contexte, mais la manière dont ce père tortionnaire donne à son fils à la fois ces épreuves, mais qui deviendront des armes pour lui, parce que lorsqu'on résiste à cette brutalité-là, ou bien on devient soi-même un tueur, mais sinon on devient quelqu'un de hautement compatissant, et c'est un peu ce qui est arrivé à cet homme qui a une armure, qui ne se livre pas tout de suite, qui a l'air un peu dur au départ, et puis qui va se révéler au contact d'une femme elle-même assez dure, assez acerbe, qui est une jeune journaliste, qui l'accompagne dans ce voyage. Il faut dire que c'est un voyage présidentiel, c'est un voyage où le président a trouvé bien de ramener un médecin spécialiste des épidémies du pays où il est en visite, et sans savoir vraiment qu'il le ramène dans le lieu d'une enfance douloureuse. Et il y a une journaliste qui est là pour faire le portrait de cet homme. Mais elle, c'est une carriériste qui a surtout envie d'être reconnue comme portraitiste, qui rêve d'avoir une pleine page dans Le Monde ou la dernière page de Libé avec ce portrait. Et au début, ça ne passe pas du tout. Le Figaro. Ah, j'ai employé un autre. Bon, alors, Paul Constant résout ce problème. Ça s'appelle Le Grand Magazine. Elle travaille pour Le Grand Magazine. Donc, nous ne citerons pas d'autres organes de presse. Non, mais cela dit, il est intéressant de voir justement cette jeune femme ne rêve pas du Figaro. Donc, ses rêves la situent ailleurs. Et c'est un ailleurs-là qui n'est pas tout à fait le même. Et donc, en fait, elle a déjà jugé le bonhomme avant. Au début, elle est très remontée contre lui tout en voulant s'en servir. Et puis, petit à petit, ces deux personnages vont découvrir ce qu'ils ont en commun, une émotion. Et ça, c'est tout l'art de Paul Constant de créer des tensions, d'où va résulter une forme de douceur et de compréhension mutuelle qui arrive de manière insidieuse. Et ces deux personnages sont des rescapés de l'enfance. Lui, il a échappé à la brutalité, et elle a cette autre forme de brutalité qui s'appelle l'admiration béate de ses parents, de ses profs, tout ça. Ma chérie, tu es la plus forte, tu es la merveilleuse, jusqu'au jour où il y a la sanction qui tombe, un échec, un examen qui fait qu'elle ne comprend plus sa lecture du monde, en est modifiée, et son caractère va en être beaucoup, beaucoup changé. Donc voilà ces êtres qui, dans ce décor artificiel d'un voyage présidentiel, va les ramener au cœur de l'Afrique d'autrefois et l'Afrique d'aujourd'hui. Et le merveilleux titre, La cécité des rivières, c'est des titres comme je les aime parce qu'ils sont à la fois très très concrets. C'est le nom d'une maladie, d'une pathologie, la cécité des rivières. Et puis on peut y voir tout cet arrière-plan, tout ce sous-texte sur la notion d'aveuglement et de la rivière qui coule, le Pantarei grec, le fleuve du Léthé, l'aveuglement nécessaire parfois, et puis involontaire aussi. Et sur toute cette thématique, ce roman où la brutalité le dispute à la douceur sans cesse, nous rend... alors que le contexte est toujours assez douloureux et difficile, nous rend assez optimistes sur la nature humaine, sur les réconciliations avec soi-même et avec ceux qu'on considère comme des ennemis, ou des gens étrangers à notre univers ou qui nous menacent.
Et il y a ça chez Paul Constant, elle sait mettre en scène les tensions, non pas pour les pousser à un paroxysme dans l'affrontement, mais pour que l'analyse de ces tensions amène à un apaisement et à une compréhension mutuelle. Et c'est fait avec beaucoup plus de subtilité que ce que je suis en train de disséquer là. Donc j'en dirai pas plus sur ce roman, si ce n'est qu'il y a une chose qui m'a énormément touché dans ce livre, et Paul Constant y fait allusion dans l'intérieur de l'extrait de La Grande Librairie, c'est un rapport avec les animaux. Et il y a quelques images d'une force incroyable dans ce livre sur nos rapports avec les animaux. Et je pense notamment à cette scène d'une force et d'une concision absolument bouleversante, où on voit une Africaine qui est en train de touiller une grande marmite dans laquelle cuit un ragoût. Et en fait, c'est un ragoût de singe, c'est une guenon qui a été tuée et transformée en ragoût. Et cette femme est en train en même temps d'allaiter à sa poitrine nue un bébé singe, un petit chimpanzé. Et en fait, c'est le fils de la guenon qu'elle est en train de cuisiner. Et je vous assure, là, je vous la raconte de manière beaucoup plus longue que ne le fait Paul dans le livre, où en une phrase et demie, je vous assure, ça c'est vraiment la vraie littérature. C'est-à-dire que vous avez le poids d'une situation, d'une émotion, d'une ironie de la condition humaine et animale, à travers quelques mots très concrets, mais choisir. Là, il n'y a pas que l'inspiration. Je peux vous dire, on sent le choix précis de tel adjectif, de telle sonorité à tel moment, de manière à ce que l'image nous apparaisse tout de suite. Vous savez, quand on lit un livre, nos yeux déchiffrent, mais c'est l'oreille qui vous restitue la musique, puisqu'on lit en voix intérieure. C'est pour ça qu'il est si important de travailler les sonorités pour créer des images, plutôt que d'essayer de décrire le plus précisément possible des images. Au bout d'un moment, si on n'a pas la musique intérieure qui nous attache et qui nous concerne par rapport à ce qui est décrit, ça fonctionne moins bien. Donc voilà, il y a plein d'émotions comme ça dans ce livre que vous serez heureux de découvrir si vous ne l'avez pas encore lu. Et puis, nous couronnons aujourd'hui, et bien sûr, l'ensemble de l'œuvre d'une femme écrivain. Je préfère dire femme écrivain qu'écrivaine, pardon, mais Paul Constant me comprendra. Elle qui a inventé la féminisation d'un mot. La journaliste en question se considère aussi comme une reporter de guerre. Et reporter de guerre, E accent grave, RE. Je ne l'avais jamais vue, celle-là. C'était une belle invention. Et en effet, il ne suffit pas de féminiser les noms pour enlever la dureté de certaines femmes que Paul sait très bien décrire. Et en fait, ce livre, même si elle est féroce, avec certaines formes, à un moment donné, de militantisme à œillères, c'est un livre qui est un grand hommage aux femmes, à leur compréhension, à leur capacité d'évolution aussi, parce qu'au début, on déteste cette jeune journaliste, et puis il suffit d'une scène, d'une main de l'écrivain qui la déteste au début, et on a pris le parti de l'écrivain, et pour modifier la donne et nous changer notre clé de compréhension du personnage. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, nous sommes très heureux d'accueillir Paul Constant dans le beau palmarès de ce Grand Prix Audiberti. Et je vous remercie de votre attention. Eh bien, vous venez de parler donc de cet ouvrage, dernier roman, paru en février dernier, La cécité des rivières. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous propose d'en écouter quelques lignes par une élève de la classe de Luc Girard. Je vous demande d'applaudir Alicia Cussac. Ce voyage était une mauvaise idée. Accompagner le président et accréditer ainsi qu'il le soutenait en France et à l'international était une mauvaise idée. Au sein de ce périple, se laisser embarquer par le grand magazine pour revenir sur les traces de son enfance africaine était une mauvaise idée.
Parcourir des centaines de kilomètres de routes défoncées par les grumiers était une mauvaise idée. S'il avait voulu faire le sentimental Journey, il l'aurait fait plus tôt, quand il était jeune, au bout de ses recherches sur les infections tropicales. Après tant d'années, presque 50 ans, que reste-t-il d'un village de boue, d'un poste médical précaire, d'une léproserie désaffectée et de la petite maison au toit de tôle? Le temps de l'oubli est plus rapide ici, le temps de la décomposition aussi. Les arbres désossent les pierres, les herbes envahissent les maisons, la ferraille rouille, le bois pourrit, les chemins s'effacent et la mémoire flanche. Se confronter à cette absence au nom de l'idée convenue que l'enfance est un paradis perdu était une mascarade. Son enfance avait été atroce et sa vie là-bas un enfer dont il n'avait jamais parlé à personne, mais qui affleurait dans sa biographie où la journaliste avait coché toutes les incohérences. Pourquoi un savant de ce renom n'était-il pas allé à l'école? Pourquoi un scientifique de ce niveau n'avait-il obtenu qu'un bac littéraire et sans mention? Pas de maths spé, pas de grande prépa, et à la faculté de médecine, pas d'internat prestigieux. Une errance de 2-3 ans correspondant à un service dans les Peace Corps. Un passage à l'Institut Pasteur, une bourse pour Harvard, un rattachement au Tropical Disease d'Atlanta, et depuis plus de 20 ans, son propre laboratoire à Wichita. Peu hexagonale la carrière du héros national. Comme toujours, la France récupérait au sein d'une équipe américaine le savant dont elle ignorait l'existence et à travers lui s'arrogeait un prix Nobel de médecine. La spécialité du grand homme, était-ce encore de la médecine? N'était-il pas, au nom de la microbiologie des fleuves et des rivières, rivé à son microscope comme Pasteur, Koch ou Yersin, auquel il se comparait sans vergogne? Pourquoi tenait-il tant à se présenter comme un praticien hospitalier qui consulte, pose un diagnostic et fait la visite avec ses étudiants? La parasitologie, la virologie, comme la biologie, Irène ne faisait pas bien la différence, n'était-elle pas un monde à part où les savants confinés entre eux au milieu d'appareils futuristes voyaient apparaître des bactéries nouvelles, comme les astrophysiciens voient grandir dans leurs lunettes des mondes disparus? Pourquoi Éric se paraît-il de l'humanité de ces médecins d'autrefois qui, faute de sauver la vie, accompagnaient la mort en se penchant sur leurs patients en bout de course pour leur fermer les yeux? La route montait, descendait dans un entrelac de collines pointues qui avait donné sa mauvaise réputation à l'aéroport et avait surtout empêché que fût construite l'autoroute ou la double voie qui libère les villes tentaculaires. En quête du fameux pont de l'indépendance qui les délivrerait, les 4x4 disparaissaient dans ce labyrinthe qui ne voulait pas s'ouvrir. Éric eut la tentation d'arrêter tout, de demander à revenir en France sur le champ. Il en avait le pouvoir, y compris de réquisitionner l'avion présidentiel et de repartir seul. Je vous demande d'accueillir Monsieur Jean Leonetti. Alors normalement, vous l'avez entendu, quand on est un professionnel ou un semi-professionnel ou en cours de professionnalisation, on n'a pas besoin du micro puisque cette salle, et je remercie Noël Bianchini, son directeur, elle est étudiée pour ne pas utiliser d'autre chose que les cordes vocales des individus. Mais je suis là, donc je reste là, et je voudrais en tout début dire la profonde amitié que j'ai pour Didier, amitié de sa délicatesse. Délicatesse que nous avons réciproque, puisque j'ai vu tout à l'heure qu'il n'avait pas de cravate, non, je n'en ai pas mis. Il a vu que j'en avais une, il l'a mise. Voilà.
C'est une façon d'être solidaire tout en étant différent. Et je le remercie de cette façon très noble d'avoir considéré qu'il fallait se mettre en dress code complet. Je remercie bien sûr tout le jury d'être présent. Vous avez noté que ce jury est un jury où il y a à la fois des journalistes et des romanciers. Et c'est pas anodin d'avoir un jury de cette qualité, parce que, oui, le journaliste dit les choses, mais il les dit avec son regard. Et le romancier, lui, est inspiré, comme on l'a dit tout à l'heure, et comme vous l'avez très bien dit, Madame Constant. Et donc, il y a ce double jeu dans lequel, à la fois, on regarde, on constate, on décrit, mais on commente aussi. Et c'est bon d'avoir des journalistes qui savent écrire et des romanciers qui savent voir la réalité du quotidien. Donc, je vous demande de les applaudir tous, avec une petite mention particulière pour mon ami Pierre Joannon, qui était là au tout début, en 89, non pas en 1789, vous l'avez compris, mais en 2089, où sur son idée, ce prix a été créé et il perdure. Donc, de temps en temps, en politique, on dit on va faire un coup, cette année, c'est l'année électorale, on va faire le grand prix etc. Eh bien non, là c'était en début de mandat, pas le mien, je n'étais qu'un petit délégué à la culture à l'époque, et il a eu l'intelligence de faire quelque chose qui était dans le durable. Et donc, au moment où on parle tellement de développement durable, merci à Pierre d'être toujours là et d'avoir initié cette superbe idée. Alors d'habitude, je suis là pour dire merci à tout le monde, et je suis là aussi pour essayer de tirer dans un roman les éléments politiques, un peu politiciens, je ne dirais pas pour amuser la galerie, mais pour justifier le fait que je prenne la parole. Mais là, madame, vous m'avez donné 2 occasions de prendre la parole, puisque c'est un bouquin médical. Voilà, je veux dire. En réalité, avoir un livre qui commence par le titre d'une maladie, c'est quand même assez exceptionnel. Si j'avais été Gallimard, je vous aurais proposé onchocercose comme titre. C'est sûr que ça aurait suscité un grand intérêt, puisque c'est la maladie décrite dans le titre, la cécité des rivières. C'est un petit parasite qui se met sous la peau, et sous la peau de l'œil qui est la cornée, et qui le détruit petit à petit et opacifie complètement les yeux, et donc rend les gens aveugles. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir un titre dans lequel on parle de l'aveuglement, parce qu'au cours de la vie, et particulièrement dans ce roman, il y a cette recherche de retrouver la lumière, de retrouver la clarté, de retrouver l'origine. Alors, effectivement, comme l'a dit avec talent à la fois l'auteur et celle qui l'interprétait, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, parce qu'on aurait pu trouver notre titre d'ailleurs, Huis clos en 4-4. Ça, je pense, ça serait bien vendu. Un peu comme règlement de compte à hockey choral. Huis clos à 4-4. En 4-4, il y a une voiture, il y a un 4-4, et puis il y a deux personnages qui ne peuvent que se détester. Voilà. Ils ont des différences sur tous les points. C'est une femme, il est un homme. C'est un vieux monsieur, c'est une jeune femme. C'est une femme qui voudrait être un homme, c'est un homme qui voudrait retrouver de la tendresse. C'est un médecin un peu dominant, un peu macho quand même. Il lui parle même pas. Il est même, comme disent les jeunes, il ne la calcule même pas dans la voiture. Voilà. Et elle a plutôt envie de lui faire du mal, mais elle a envie de se faire du bien, et donc elle a envie de faire un article. Et donc il faut qu'elle revienne avec l'article, parce que si elle ne revient pas avec l'article, elle sera considérée comme une femme. Et donc on a un peu l'impression dans ce livre qu'elle aimerait bien être considérée comme un homme, c'est-à-dire simplement l'égal de celui dont elle veut dresser le portrait. Donc ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, mais en inspiration, je me dis finalement, je vais louer une 4x4, moi. Parce que j'en connais 2 ou 3 dans le département et dans la France, dans lesquels je les mettrais bien ensemble. Voilà. Et si ça finit aussi bien que dans votre livre, eh bien, j'aurais fait une œuvre très positive pour la politique en général, et peut-être pour le département en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, etc. Vous connaissez l'histoire, voilà. Toute ressemblance
n'est pas possible. Ce livre est un livre qui a quand même quelque chose, ils ont quelque chose en commun, et Didier l'a dit avec talent, c'est la blessure de l'enfance. Et la blessure de l'enfance, elle est, je dirais, il n'y a pas d'enfance sans blessure. Même les enfants qui sont choyés, adulés, admirés, poussés, sont des enfants qui prennent des coups. Ces coups, ils peuvent les prendre physiquement, hein, comme le prix Nobel du livre qui avait quand même un père un peu autoritaire. Mais elle aussi, elle en a pris. Et paradoxalement, elle en a pris dans un contexte que certains d'entre nous connaissent bien, c'est tu dois réussir et dois être premier partout. Le jour où tu n'es pas premier, c'est l'opprobre sur toi, la honte au fond de ton cœur et l'incapacité d'être toujours le meilleur. Et cette volonté acharnée de toujours être dans la lumière est quelque chose qui est très pénalisant parce qu'on n'est pas toujours dans la lumière. Il y a des zones d'ombre, y compris dans l'enfance. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, médicalement et politiquement, parce que la politique et la médecine sont très proches, surtout au niveau de la psychiatrie, Freud a toujours considéré que ce sont les femmes qui détruisaient nos vies. Voilà, c'est la mère. Voilà. Et il y a une période en psychiatrie où on disait cet enfant ne va pas bien, c'est la mère. Il devient délinquant, c'est la mère. Il ne réussit pas aux examens, c'est la mère. Eh bien là, c'est le père. Voilà. Hein. Ouais, on se rend compte qu'il a une importance et qui peut être néfaste, ce qui n'est pas négligeable dans la vision globale. Mais le livre a cette force et cette douceur que décrivait Didier, et qui fait que c'est un cheminement. C'est un cheminement non pas pour descendre un cours d'eau, mais c'est pour remonter à la source de l'enfance et au fond se réconcilier avec soi-même. Il y avait une jolie phrase de Brel qui dit « on met toute sa vie pour guérir de son enfance ». Et effectivement, dans cette fragilité, cette vulnérabilité extrême qu'est l'enfance, et même entourée d'affections quelquefois maladroites, eh bien, on se trouve forcément avec le besoin de revenir. Mais quand on revient pas au même endroit. C'est ça qui est terrible, parce que le temps a passé. Et le temps n'a pas la même valeur, vous le savez, en Afrique et en Europe pour un occidental. Et l'Afrique a changé. L'Afrique a changé. Et cet homme qui recherche point par point les éléments de son passé, avec l'espoir de calmer l'angoisse et trouver l'apaisement, eh bien, il n'y arrive que par le dialogue avec son contraire, ce qui est aussi une marque de cheminement intéressant. Oui, il remonte à la source avec une Afrique que chacun de nous imagine, s'il ne la connaît, cette Afrique profonde, cette Afrique magique au sens positif et négatif du terme, parce que ceux qui ont la maladie de la rivière, ceux qui ont la cécité de la rivière, pensent que la rivière est maudite. Voilà. Et donc, le fait d'être maudit est un élément qui existe en Occident, mais qui a des valeurs très particulières en pays africains et qui structure la vie africaine. Et là aussi, c'est un autre. Voilà, c'est deux choses très différentes. L'Afrique, avec donc sa magie, avec sa peur, avec sa terreur, avec sa violence, mais aussi avec ces moments d'épanouissement, ce lien que vous décrivez de manière sublime, très étroit entre l'animal, qui est à la fois la source de la survie, parce que c'est la viande qu'on mange, et qui est en même temps presque un frère, cette continuité entre la vie animale et la vie humaine, cet immense crocodile qui n'existe pas, mais qui existe dans les rêves des gens, et qui passe de 4 mètres, là j'ai pensé qu'on était à Tarascon, qui passe de 4 mètres dans votre roman à 40 mètres, parce qu'à force de ne pas voir, on l'imagine, et plus on l'imagine, plus la terreur vient. Et donc cette Afrique, eh bien, elle passe au fer rouge, ces deux individus, et les fait à la fin se concilier. Et donc, j'aime bien la dernière image aussi, parce que la dernière image est une image d'hélicoptère. Et quand on prend un hélicoptère, quel que soit le but et quel que soit le sens, eh bien, on a une vision en recul, dans un délire de bruit, et on voit tout d'un coup les choses qui étaient très proches s'éloigner, comme si on s'échappait de ce qui était
à la fois son lien, son enfance, son origine, et peut-être sa terreur et son fantasme. Et donc la cécité des rivières, des rivières est quelque chose qui est bien plus que qu'une simple maladie. C'est au fond, vous avez regardé les fonds des fois, les fonds, vous les voyez jamais. Le fond d'une rivière, de la mer, c'est toujours noir. C'est-à-dire que c'est pas la rivière qui vous rend aveugle, c'est l'impossibilité de voir les profondeurs. Et quelquefois, revenons à Freud, l'impossibilité de voir les profondeurs de nous-mêmes et qui remontent à notre enfance. Et c'est la raison pour laquelle ce livre est à la fois une poésie avec des mots qui viennent, des images qui se succèdent, comme si on feuilletait un album, comme si on voyait des images décrites avec l'ambiance, le son, le verbe, la parole, le sens. Et c'est un livre magique que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de dire que le grand auteur qui a écrit ce livre et bien d'autres avant, et qui a une continuité. Les grands auteurs, ils ont une continuité dans leur écrit. Ils n'écrivent pas des choses qui sont différentes. Il y a toujours le retour de la nostalgie du Nostos de Ulysse qui revient chaque fois à l'origine. Et donc, je suis très heureux que Madame Constant succède à des gens de très grand niveau. Voilà, je me rappelle de Félicien Marceau avec sa douceur. Je me rappelle bien sûr de Michel Déon, qui avait sa voix cassée, son œil pétillant. Je me souviens bien sûr de Laurence Durel, le premier. Je me souviens des yeux bleus et de l'optimisme plein d'espérance de Dormesson. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette lignée, et vous êtes légitimement dans cette lignée, et avec la même douceur que Jacqueline de Romilly, et avec la même force que Didier Van Covelert. Merci à vous tous. Je vais laisser le soin à Didier de donner le prix littéraire à Paul Constant, et moi je vais, si j'arrive à ouvrir la boîte, venez tous, le jury, venez tous, oui. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je fais partie du jury, mais j'ai toujours le dernier mot, à la fin je dis oui à tout ce qui me propose. Et j'ai le plaisir de vous remettre la médaille de la ville d'Antibes et ses remparts. C'est à vous, madame. Je suis émue. Et je suis reconnaissante pour tout ce don qui est d'abord le don de la lecture. Merci, Monsieur Leonetti. Je vous écoutais et je me disais que j'aimerais lire le livre que vous avez lu. C'est un livre absolument formidable. Vraiment tout y est. Oui, vous avez bien vu. Enfin, nous allions remonter un fleuve à sa source. Vous avez bien vu que quand on est dans un hélicoptère, on étire l'image
et on la refuse et on l'envoie ailleurs. Car l'image depuis l'hélicoptère n'est pas statique et que ce retour à l'enfance, à la découverte de l'enfance, finalement, la meilleure façon de s'en sauver, c'est de s'en débarrasser, c'est d'effacer l'image. Et c'est pour ça qu'ils partent en hélicoptère. Et d'ailleurs, cet hélicoptère qui est pris dans de la lumière, on peut imaginer que aussi ceux qui conduisent l'hélicoptère et toutes les personnes dans l'hélicoptère disparaissent. C'était mon avis, c'était ce que je pensais. Et puis, je ne sais pas, une certaine douceur du livre a fait que... Et puis une certaine bonté des lecteurs, tout cela a fait qu'on a pensé au contraire que c'était une image positive, mais à la revoir, elle n'est pas si positive que ça. Vous avez, cher Didier Van Kovlaert, parlé du rôle des animaux, vous avez parlé du singe, mais je pense que l'expression de la dépression la plus profonde, c'est l'image dans le texte d'une femme qui ne peut faire qu'un seul métier, c'est donner à téter un biberon à des lamentins. Le lamentin, c'est assez imprécis comme contour. Et il faut vraiment avoir une image un peu déformée de la maternité pour s'intéresser à un être qui vit à moitié, un être debout qui vit à moitié dans la boue. Donc je suis extraordinairement émue par vos lectures, c'est-à-dire parce que vous avez trouvé dans le texte qui vous correspondait ou comme la façon dont vous avez traduit ce texte, ça m'a bien plu. Alors je suis émue aussi parce que je pensais que pour moi Antibes et le prix Jacques Audiberti, c'était une sorte de mystère. Un mystère auquel je n'avais pas accès puisque j'étais très liée à Michel Déon, mais depuis le début de mon histoire littéraire, puisque quand mon roman a été pris chez Gallimard, le premier jour où je suis arrivée chez Gallimard et j'ai expliqué que Paul Constant n'était pas un garçon mais une fille, enfin ils l'ont vu, ils étaient trois. Il y avait Michel Déon, Félicien Marceau et Michel Mort qui m'attendaient dans le hall pour voir qui j'étais. Et c'est très étrange parce que je me suis trouvée dans le hall aussi quand Jean d'Ormesson a quitté la scène. C'était le jour où il a décoré Antoine Gallimard. Et nous avons fait les quelques pas qui vont de la maison d'édition à l'appartement d'Antoine. Et des caméras ont fixé ce petit voyage comme ça. Et c'est très étrange que je me sois trouvée à sa fin, d'une certaine façon, alors qu'il était à mes débuts. Donc c'était un mystère, parce que lorsque Michel Déon quittait Aix, il partait pour Antibes. Je ne connais pas du tout Antibes. Et il le disait avec des yeux extrêmement rieurs, des yeux brillants, très masculins, de quelqu'un qui a une bonne fortune dans un endroit assez merveilleux, mais qui n'en dira pas plus. Et il n'en disait pas plus. Il ne m'a jamais amené à Antibes. C'était une part de lui secrète, avec des amis, presque des copains, avec avec un partage d'idées, de philosophie qu'il ne pouvait peut-être pas partager ailleurs.
Bref, je respectais à la fois le mystère et ce silence. Et puis, d'autres fois, quand je parlais de prix littéraire, il me disait, oui, mais il y en a un seul de prix littéraire qui vaut le coup, le plus beau des prix littéraires, c'est le prix Jacques Audiberti. Et il m'en disait pas plus, d'ailleurs. Il ne me proposait pas d'avoir le prix Jacques Audiberti. Il ne me disait pas, cher ami, un jour, vous aurez le prix Jacques Audiberti. Non, non, rien, c'était une autre vie. Il avait double vie. Il avait la vie à Antibes, il avait la vie à Aix, et peut-être une troisième en Irlande, mais contrairement à Houellebecq, je ne suis jamais allée en Irlande. Le déranger. De Michel Déon, nous avons en commun l'amour des chiens. Je recevais le prix Valérie Larbaud au tout début de mon écriture. Et je disais à Karina Houssine, je pensais que pour recevoir un prix littéraire, il fallait porter une robe du soir, même en plein jour. Donc je m'étais fait faire une robe assez... avec traîne, etc. En fait, j'en avais deux. Une à l'honneur de la duchesse de Guermantes, qui n'avait rien à faire à Vichy, et une autre en l'honneur de la mère de Valérie Larbaud, dont j'ai pu voir plus tard le portrait, qui n'était pas dame à porter une robe de dentelle crème. Assez sombre, massive, sérieuse. Donc je portais mes deux robes, j'étais entre mes deux robes. Michel faisait partie du prix Valérie Larbaud. Il me donnait le bras. Oui, qu'est-ce que vous voulez, une dame habillée en duchesse de Guermantes, on donne le bras. Et c'est là que j'ai vu la chose la plus extraordinaire arriver. Une caisse et dedans un petit chien, un braque de Weimar. Et ce braque de Weimar, Michel l'offrait à une attachée de presse de Gallimard. Et j'ai trouvé que c'était le plus beau cadeau du monde. Et nous avons eu ensemble ce goût des chiens, lui des braques de Weimar. Et c'est lui qui disait cette phrase absolument merveilleuse, quand ils vont enfin parler, ils nous sont enlevés. Et c'est lui qui disait aussi cette phrase formidable, un jeune chien, c'est un délice, c'est très amusant, mais un vieux chien, c'est devenu précieux. Et plus les jours passent, plus un chien devient précieux. Bon, vous dites que je parle beaucoup de Michel Déon, mais c'est parce que Antibes faisait partie de ses secrets. Alors, moi, je suis arrivée à Antibes un peu décontractée, comme ça, mais un peu... Je vais voir ce qu'il y a sous le tapis, je vais voir ce qui me cachait depuis des années. Je suis capable d'encaisser une trahison politique ou littéraire. On va voir, on va voir. Et puis, ce que je vois, ce qui m'accable de reconnaissance, c'est que Michel Déon avait dit vrai. C'est le prix le plus joli que je connaisse. D'abord parce que vous le mettez dans cette ville absolument merveilleuse, cette ville qui a capté, attiré et gardé tant de créateurs, écrivains. Vous parlez de Laurence Durel, mais savoir que Graham Greene allait dans un bistrot, Graham Greene qui est certainement l'écrivain qui me fait écrire. Moi, j'aimerais, dans chacun de mes romans africains, je voudrais reproduire la saison des pluies. Et je vois que je m'écarte de plus en plus de la saison des pluies, qui est beaucoup moins dramatique que le souvenir ne me rend ce roman. Ces peintres, cette ville, ce ciel, cet après-midi, ce lieu absolument magique, et on est obligé d'avoir des mots extrêmement... de revenir à des mots extrêmement communs pour dire la beauté, parce qu'il n'y a pas de superlatif à la beauté. Donc tout ça, cette attention inouïe que vous avez en accueillant un écrivain, en lui racontant qui il est, ça c'est formidable de savoir qui on est. On n'est pas sûr, hein. On est... Quand
quand on n'écrit pas, on n'est pas grand-chose. On flotte. On ne porte pas ces romans comme des médailles militaires, et on devrait quand même avoir des petites étiquettes avec tous ces romans devant soi, comme ça on se présenterait. D'ailleurs, je pense que ça me donne une idée. Voilà, présente-toi, montre tes décorations et puis les romans. C'est bien d'être raconté par vous, parce que c'est bienveillant. Or, la vie d'un écrivain, vous le savez, c'est quand même une succession de chocs. Choc avant d'écrire, choc pendant et choc après. Parce que tout le monde n'est pas aussi compréhensif. Hein. D'abord, il y a ceux qui ne lisent pas le livre et qui vous demandent quelquefois d'en parler, quelquefois ils ont déjà leur opinion. Et il y a ceux qui le lisent de travers, bien que je pense qu'aucune lecture n'est de travers. Hein. Parce que les lectures, au fond, ça exprime l'écrivain qui a lu. Oui, je vais être un peu plus précise. Je veux dire que lire, c'est écrire. Lire, c'est écrire par-dessus l'épaule d'un projet d'écriture. Un roman, ce n'est jamais qu'un projet que vous offre l'écrivain qui vous le propose. Ne pensez pas que vous êtes le critique du livre que vous lisez. Vous êtes le collaborateur du livre que vous lisez. Si vous le trouvez mauvais, c'est que vous n'êtes pas très bon. Si vous le trouvez excellent, vous avez de l'avenir. Donc, lieu merveilleux, accueil merveilleux, quel palmarès, quel magnifique palmarès. Et dans ce palmarès, que d'amis. Oui, que d'amis. Je voudrais vous dire aussi que j'ai été une enfant à qui on n'a jamais proposé de la littérature d'enfance. Parce qu'on estimait qu'un enfant n'avait qu'à lire les livres de tout le monde. Et quand j'étais en Afrique, mon père, qui est un très très grand lecteur, tellement grand lecteur quand même que à son enterrement, il y avait 3 libraires de la Procure en deuil. C'est-à-dire que c'est à croire que mon père était le lecteur de la Procure. Et il faisait venir des caisses de livres et pour le théâtre, il y avait une revue de théâtre, je ne sais pas si c'était mise en scène, c'est les années 50, 50-54, c'est mise en scène, etc. Et je trouvais que le théâtre était plus facile, c'était des revues avec une petite photo grise, et je trouvais que le théâtre était quelque chose de plus facile à lire que la lecture d'une prose dans un roman ou dans un livre d'essai ou dans un livre de philosophie. Enfin, j'avais à l'époque 8 ans. Et c'est ainsi que j'ai lu le théâtre avant de le voir, parce que je suis allée au théâtre que lorsque j'ai eu 16 ans. 16 ans, hein, oui. Donc j'ai lu le théâtre avant de le voir. Et dans ce théâtre, eh bien, j'ai lu Jacques Audiberti. Mais Jacques Audiberti, je l'ai lu quand j'avais 8 ans. Comme Félicien Marceau, je l'ai lu quand j'avais 8 ans. Et d'autres pièces de théâtre comme ça, mais sans savoir... voilà, simplement ces successions de dialogues avec entre parenthèses, juste des touches sur la mise en scène. Elle s'assoit, il se recule, etc. Et je me demande si, comme ça, dans cette très très grande lignée qui nous attache au plus lointain de nos souvenirs et des souvenirs que nous avons empruntés à nos lectures, au fond, le style du théâtre n'est pas arrivé dans mon écriture romanesque. Je vous remercie et je vous embrasse très très fort.
Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons vécu un grand moment d'émotion et de partage. Et je vous propose de le continuer avec nous, puisqu'il va y avoir un moment de dédicace, si vous le souhaitez, et puis un moment de partage avec Paul Constant. Et je vous demande à ce moment-là de nous rejoindre à ce que j'appelle le foyer, c'est-à-dire vous pouvez, soit par le haut de la salle, soit par là, eh bien, rejoindre le premier étage, et ça sera l'occasion de cette dédicace avec Paul Constant, et puis de partager un verre d'amitié peut-être avec vous aussi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite une agréable soirée et j'espère vous retrouver bientôt dans notre école. Bonsoir.